Bienvenue pour cette exploration des sources sur la cinquième session de jeu à Néolutes, ce Paris cyberpunk dystopique qu'on commence à bien connaître maintenant. Aujourd'hui, on se plonge vraiment dans le sillage d'une confrontation assez tendue pour suivre nos personnages, Miku, Johnny, Zoé et Lia. Les documents qu'on a, notes de session, résumés audio, tout ça, ça détaille leur parcours pour sécuriser l'avenir d'un jeune orphelin, Noah, tout en jonglant, bien sûr, avec de nouvelles menaces et puis leurs propres démons personnels. C'est une vraie plongée dans les bas-fonds, mais aussi les hautes sphères de Néolutes, hein. C'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment d'aller voir au cœur des enjeux personnels qui s'entremêlent, des alliances de circonstances qui se forment et se déforment, et puis des dangers qui montent crescendo. Les sources mettent bien en lumière des thèmes forts, la guerre froide entre les corporations, le fossé énorme entre la justice officielle et, disons, la justice de la rue, et aussi la construction un peu bancale d'une sorte de famille improvisée, dysfonctionnelle même, dans ce futur assez sombre, faut dire. Parfait. Alors, commençons par le début de cette session. On retrouve le groupe juste après une altercation où Lia a été blessée. Mais très vite, deux sujets principaux émergent, c'est ça? D'un côté, le sort du jeune Noah, qui est orphelin depuis peu, et de l'autre, le contrôle de l'immeuble où ils vivent. Un immeuble qui a l'air de susciter pas mal de convoitises. Oui, et dès le départ, deux stratégies s'opposent pour l'avenir de Noah et de l'immeuble. D'un côté, on a Miku. Elle vient de la brigade, la police locale, donc elle a une approche très institutionnelle. Elle veut placer Noah, et aussi la gestion de l'immeuble, sous la tutelle légale d'une corporation. Mais attention, une corporation extérieure à Néolutes. D'après les notes, elle utilise une contact, une certaine dame Saito, pour monter une corpo fantoche, une sorte de société écran, quoi. Nommée IMO ou Écran SA, quelque chose comme ça. Une société écran? Mais pourquoi faire en fait? Quel est l'intérêt? L'objectif affiché par Miku, c'est de créer un rempart légal contre Gemocor, le gros conglomérat local, tu vois. Gemocor est soupçonné non seulement d'être lié à la mort assez suspecte des parents de Noah, mais aussi d'avoir tenté un attentat contre l'immeuble. C'est sérieux. Donc en gros, Miku essaie de jouer le système corpo contre lui-même pour protéger Noah. Elle crée une entité légale qui fait barrage en quelque sorte. C'est une manœuvre assez complexe, hein, très typique de cet univers où les corpos sont partout. Intéressant, malin même. Et en face, il y a Zoé, c'est ça? Avec une vision un peu différente, j'imagine. Disons, beaucoup plus pragmatique, voire carrément opportuniste. Les sources montrent bien que Zoé, elle voit la tutelle de Noah comme une aubaine financière. Elle le dit clairement à Lia d'ailleurs. Prendre le contrôle de l'immeuble, ne plus payer de loyer, peut-être même en toucher. Pour elle, c'est une question de survie et d'amélioration de leurs conditions matérielles, avant tout. Et elle réussit à convaincre Lia que Noah avait aussi désigné comme tutrice potentielle. Elle lui montre le côté très concret, très avantageux de la démarche. D'accord. Donc on a la flic peut-être un peu idéaliste d'un côté et la pragmatique pure et dure de l'autre. Comment ça se règle cette affaire? Eh bien, par une négociation, assez tendue d'ailleurs, entre Miku et le trio Zoé, Johnny, Lia. Zoé, elle met les pieds dans le plat direct. Elle pose ses conditions pour accepter une tutelle conjointe. Elle veut la propriété d'un étage entier pour le groupe, carrément, plus l'accès libre au toit et au local technique, des points super stratégiques dans un immeuble à Néolutes, et elle envisage même la gestion de l'immeuble à terme. Rien que ça. C'est pas des petites demandes. Et Miku accepte. Un compromis est trouvé, finalement. Miku et Lia deviennent co-tutrices légales de Noah. Mais ce qui est fascinant ici, tu vois, c'est cette alliance forcée. On a la représentante de l'ordre, obligée de composer avec des personnages plus marginaux, on va dire, avec des méthodes et des motivations radicalement différentes. Ils sont unis par un objectif commun, apparent, protéger Noah. Mais les raisons profondes, elles, divergent complètement. La protection pour l'une, le contrôle et le profit pour les autres. Ça crée une dynamique interne hyper instable, forcément. J'imagine, oui. Après cette négo, le groupe se retrouve dans un lieu assez inattendu pour Néolutes, le cimetière du Père-Lachaise. Pour l'enterrement des parents de Noah, les sources le rappellent bien d'ailleurs, se faire enterrer là-bas, c'est un luxe incroyable, réservé à une élite. Ça devait trancher avec l'ambiance crasseuse habituelle de la ville. Ah oui, tout à fait. C'est décrit comme un moment vraiment hors du temps, dans ce lieu historique qui est préservé du chaos urbain par un mur électrifié apparemment. L'atmosphère est lourde, pesante, et plusieurs interactions assez significatives s'y déroulent.
D'abord, il y a le discours du représentant de Nutri-Scorp, l'employeur des parents. Nutri-Scorp. C'est l'entreprise où bossaient les parents de Noah, c'est ça? Ils étaient inventeurs, je crois? Exactement. Les sources précisent qu'ils étaient en R&D. Les créateurs des saveurs Périgord et des fameuses croquettes chocolat pistache dont Noah raffole. Un détail amusant d'ailleurs. Bon, le représentant de Nutri-Scorp, lui, il les présente comme des héros, sacrifiés pour la corporation. Il remet même des médailles posthumes, tout le tralala, ce discours très convenu sur le sacrifice. Bon, évidemment, ça jette un doute énorme sur la version officielle de leur mort. Étaient-ils vraiment des héros dévoués ou plutôt des victimes un peu gênantes? Hmm. Ça sent la manipulation corpo à plein nez, cette histoire. Et pendant ce temps-là, Zoé a une autre rencontre intéressante, c'est ça? Avec ce prêtre. Oui, le prêtre de la Nouvelle Évangile numérique. Elle l'avait déjà croisé avant. Il l'aborde à nouveau et il exprime son inquiétude face à ces implants cybernétiques. Ce qu'il appelle le chrome, hein, c'est le terme courant à Néolutès pour désigner les augmentations. Et il évoque le risque de cyberpsychose. La cyberpsychose. Brrr, ça fait froid dans le dos. Cette perte d'humanité liée à trop de technologie. Exactement. C'est un concept central dans le cyberpunk. Et ce prêtre, que lui propose-t-il? Bah quoi? La confession, une aide spirituelle pour, dit-il, trouver un équilibre face à la technologie. C'est intéressant parce que cette église, elle ne rejette pas totalement le numérique, hein. Elle s'appelle Nouvel Évangile numérique après tout. Mais elle semble vouloir en encadrer les dérives spirituelles, si on veut. Zoé, d'après les notes, reste sceptique. Elle aurait préféré qu'il lui file de la neuroposine, une drogue qui aide à gérer les effets des implants, quoi. Ah oui, plus terre à terre, Zoé. Voilà. Mais elle n'écarte pas complètement l'idée, même si elle doute que juste parler puisse l'aider. Ce dialogue, ça illustre bien cette tension constante dans le cyberpunk, entre l'humain augmenté et la préservation de son identité, de son âme peut-être. Et ici, on voit une tentative de réponse spirituelle, une foi qui essaye de s'adapter tant bien que mal à un futur transhumaniste. Et il y a aussi un indice potentiellement crucial qui est relevé par Miku pendant la cérémonie, c'est ça? Oui, Miku, toujours très observatrice, elle remarque le comportement d'une femme, Hélène Delmas, présentée comme une collègue ingénieure des parents chez Nutri-Scorp. Cette femme est très émotive. Elle prend Noah dans ses bras et elle lui glisse discrètement sa carte de visite en murmurant quelque chose comme « Vos parents étaient des héros. Oui, mais pas pour tout le monde. » Elle assure aussi Noah de son soutien s'il a besoin de quoi que ce soit. Pas pour tout le monde. Ah oui, ça contredit directement le discours officiel de Nutri-Scorp. C'est une piste énorme, ça, potentiellement, hein. Absolument. Cette Hélène Delmas, elle pourrait détenir la clé de la vérité sur la mort des parents. Est-ce une alliée potentielle, prête à parler, ou, au contraire, une nouvelle cible parce qu'elle en sait trop? Quoi qu'il en soit, c'est une piste que le groupe devra sans doute explorer, si possible. D'accord. Après ces moments riches en émotions et en informations au cimetière, retour aux affaires plus administratives. Direction la mairie pour le rendez-vous chez le notaire à 18h pour officialiser la tutelle, un lieu décrit comme ultra sécurisé, hein, bourré de gardes corpos, de drones, la totale. Oui, mais étonnamment, la procédure chez le notaire incertain d'Allemand est expédiée. Vraiment. Les sources indiquent qu'il est clairement plus intéressé par ses honoraires, 500 crédits quand même, prélevés sur l'héritage, que par la validité des documents. Il survole à peine les papiers fournis par Miku. Tu sais, ceux de la fameuse corpo fantoche, IMO Écran SA préparé par Dame Saito. Attendez, ça passe aussi facilement que ça? Juste avec 500 crédits? Ben dis donc, ça en dit long sur le fonctionnement d'administration à Néolutès. Effectivement, ça suggère une certaine flexibilité, voire une corruption assez banalisée, où l'argent peut accélérer ou simplifier les procédures officielles sans problème. Quoi qu'il en soit, le résultat est là. Miku et Lia sont officiellement co-tutrices. Noah est sous leur responsabilité légale, et elles ont accès à une partie de l'héritage. 50 000 crédits là, tout de suite, disponibles, en plus des fonds bloqués pour ses études futures. Bon, une victoire administrative au moins, c'est déjà ça. Mais la sortie de la mairie réserve une mauvaise surprise, c'est ça? Ah oui, le groupe tombe nez à nez avec une vieille connaissance, si on peut dire. Le garde du corps qui avait agressé et tiré sur Lia quelques heures plus tôt. On le reconnaît à son front amoché suite à leur altercation. Loin d'être intimidé, le type la provoque à nouveau. Il la menace de la remettre dans le droit chemin si elle s'aventure dans le quartier industriel, son territoire à lui. Le même type. Et il a un sacré culot quand même. L'échange est bref mais tendu.
Miku intervient calmement pour désamorcer en rappelant juste qu'ils sont dans un lieu officiel, quoi. Ça montre en tout cas qu'ils ne sont pas passés inaperçus. Et il y a une autre observation plus inquiétante encore à ce moment-là. Oui, beaucoup plus inquiétante. Grâce à leur vigilance, Johnny et Zoé repèrent une silhouette qui les observe. Depuis une passerelle en hauteur dans le grand hall de la mairie. C'est l'agent Wookok. Ce nom, il revient dans les sources. Wookok a déjà été vu rôdant près de l'immeuble avant la tentative d'attentat. Et pire, en compagnie du maire de Néolutès lui-même, Kevin Tarkin. Le voir ici, en train de les observer juste avant de rejoindre le maire, ouais, c'est un très très mauvais signe. Donc, ils sont non seulement menacés par des gros bras, mais potentiellement, carrément, surveillés par l'entourage direct du maire. Là, les taux se resserrent sérieusement. C'est exactement ça. La menace change d'échelle, clairement. Elle n'est plus seulement liée à des intérêts privés ou corporatistes un peu flous. Là, ça semble toucher au cœur du pouvoir municipal. Bon, avant de pouvoir souffler, il reste une dernière affaire à régler. Plus locale, mais pas moins épineuse apparemment. L'histoire des deux jeunes, Zig et Zag, qui harcelaient Noah. Une histoire de dette de 100 crédits pour des croquettes chocolat pistache, c'est bien ça? Oui, les fameuses croquettes inventées par les parents de Noah. Un détail presque comique s'il n'y avait pas la suite. Johnny avait déjà une altercation avec eux plus tôt, il les avait menacés. Et là, on apprend que le père de ces jeunes est membre de la milice du roi. La milice du roi. C'est qui, eux? Encore un autre groupe? D'après les sources, c'est un gang d'ouvriers, assez influent apparemment. Ils font leur propre loi dans une partie du quartier nord du bloc F, là où se trouve l'immeuble. Pas le genre de groupe avec qui on a envie d'avoir des problèmes, tu vois. J'imagine, oui. Comment le groupe gère ça alors? Zoé et Johnny décident d'aller directement à la source. Le nulle bar ailleurs, décrit comme le QG de la milice. Lia et Miku les accompagnent, mais bon, clairement, Miku en tant que flic n'est pas la bienvenue là-bas. L'ambiance est décrite comme hostile, poisseuse, typique d'un bar de quartier ouvrier qui se méfie de l'autorité. Un type la provoque même à cause de ses yeux cybernétiques apparemment. Sympa l'ambiance. Et la discussion avec le chef de la milice, comment ça se passe? Électrique. Le patron du bar, un certain Eric, a un passif avec Zoé. Les sources mentionnent une vieille histoire de triche présumée lors d'un concours de boissons, le barathon. Mais surtout, Zoé apprend à ce moment-là qu'un milicien est mort récemment suite à une altercation où elle était impliquée. Aïe, ça commence mal. Autant dire qu'Eric est sur la défensive, et plutôt remonté contre elle. Comment ils s'en sortent? C'est là qu'on voit à nouveau les méthodes complètement opposées au sein du groupe. Zoé, elle, essaie de négocier à la régulière, selon les codes de la rue. Elle reconnaît ses torts passés, elle essaie de discuter, de calmer le jeu. Mais Miku, elle coupe court. Elle sort sa plaque de police, elle menace d'embarquer les gamins pour harcèlement, et surtout, elle brandit une protection corporatiste pour Noah, via la fameuse société écran IMO. Elle joue la carte de l'autorité et de la corpo fantoche. C'est risqué face à un gang local, non? Comment Zoé réagit? Zoé est furieuse. D'après les notes, elle voit ça comme une provocation complètement inutile, qui bafoue les règles locales et risque de braquer durablement la milice contre eux. C'est pas du tout sa méthode. Mais il faut dire que l'intervention de Miku a un effet immédiat. Eric, face à la menace officielle et à la mention d'une corpo, même fantoche, ça impressionne toujours à Néolutès. Il cède, il promet de parler au père de Zig et Zag et assure que Noah ne sera plus embêté. Efficace sur le coup donc, mais potentiellement coûteux à long terme. Exactement. L'incident est clou pour l'instant, mais les relations avec la milice sont clairement dégradées. Pour tenter de limiter un peu les dégâts, Zoé discute vite fait avec Eric en privé avant de partir. Elle s'excuse pour le milicien décédé et elle accepte le principe d'un run, une mission, un travail pour lui plus tard. Une façon de rétablir un lien précaire et de montrer qu'elle respecte, elle, les usages locaux. Cet épisode au bar, il illustre parfaitement les tensions internes et les difficultés à naviguer entre les différentes factions de la ville. L'approche légaliste de Miku contre celle plus ancrée dans la rue de Zoé et Johnny. Ouais, et les conséquences potentiellement explosives de ces désaccords sur le terrain. Chaque méthode a ses avantages, c'est sûr, mais là, elle crée surtout de la friction, au sein du groupe et avec l'extérieur. Et c'est juste en sortant de ce bar, alors qu'ils traversent la rue pour rentrer chez eux, que tout bascule. C'est là que ça devient vraiment intense. Oui, une voiture noire, massive, décrite comme « sortons de nulle part », roulant à toute allure, fonce délibérément sur le groupe. C'est une attaque brutale, directe, sans sommation. Miku et Johnny sont violemment percutés. Projeté. Les sources indiquent des blessures graves pour les deux. 3 niveaux de blessures pour chacun, ce qui est énorme.
avec une hémorragie tritique pour Johnny. C'est très très grave. Mon Dieu. Et les autres, Lia et Zoé? Lia tente une esquive, les notes parlent d'une manœuvre de rollerball, apparemment. Mais elle est quand même touchée en jutant. Elle subit un niveau de blessure, moins grave heureusement. Zoé, elle a plus de chance. Ou plutôt, une réaction incroyable. Comment ça? Les sources mentionnent une réussite critique lors de la session de jeu, ce qui, dans les règles utilisées, signifie un succès exceptionnel. Un coup de bol ou une réaction parfaite, quoi. Elle parvient à éviter l'impact de justesse. La voiture, elle, ne s'arrête pas. Elle disparaît dans la nuit, aussi vite qu'elle est apparue. La situation est critique. 2 blessés graves, dont un qui se vide de son sang. Comment Lia et Zoé réagissent? Dans la panique, j'imagine? Face à l'urgence, elle se sépare les tâches, très vite. Lia, voyant l'état de Miku, inconsciente et sachant qu'elle bénéficie de sa couverture de flic, appelle les secours officiels, la brigade. Mais pour Johnny, gravement blessé et sans aucune couverture officielle, Zoé sait qu'il faut une solution clandestine, rapide. Elle contacte un charcuduc, Un charcudoc, c'est quoi exactement ce terme? c'est le terme local, ouais, pour un médecin de rue, un spécialiste du marché noir. Souvent expert en cybernétique, d'ailleurs, et habitué à soigner discrètement les blessures, disons, non conventionnelles. Le genre de blessure qu'on n'a pas envie de déclarer. Zoé appelle un certain Igor, un contact qu'elle semble bien connaître, peut-être de son passé, on ne sait pas trop. Et Igor, il parvient à sauver Johnny, hein? C'était critique son état. Oui, grâce à ses compétences, et là encore, les sources mentionnent un coup de pouce du destin, sous la forme d'un excellent jet de dés, un vin naturel, pendant la partie. Johnny est stabilisé. Ouf. Mais cette attaque, pfiou, elle marque une escalade absolument terrifiante. Le groupe n'est plus seulement surveillé ou menacé verbalement. Là, il est la cible d'une tentative d'élimination directe et extrêmement violente. Effectivement, cette session se termine sur une image glaçante, vraiment. D'un côté, la tutelle de Noah est assurée sur le papier. Ça offre une sécurité légale, des ressources financières même. Mais de l'autre, les menaces se sont concrétisées de la manière la plus brutale qui soit. C'est un bilan très contrasté, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont réussi à naviguer tant bien que mal entre les pièges administratifs et corporatistes Gémocorp qui rôdent, Nutriscope qui ment, la corpe-fantoche de Miku qui fait illusion. Ils ont géré comme ils ont pu les tensions avec les gangs locaux, comme la milice. Ils ont pris conscience de la surveillance exercée par des figures proches du pouvoir, comme Wukong, pour finalement être frappés par un assaillant anonyme. Et extrêmement violent. C'est un choc. Gravement blessé. Les relations internes, qui étaient déjà tendues, vont être mises à rude épreuve, c'est certain. Tout à fait. La question brûlante qui clôt cette analyse, c'est donc mais qui a commandité cette attaque? Qui est derrière cette voiture noire? Est-ce Gémocorp, pour éliminer des témoins gênants, ou s'emparer enfin de l'immeuble? Est-ce le maire Tarkin, via Wukong, qui considère le groupe comme une nuisance après l'affaire de l'attentat des jouets, ou alors une faction de la milice, qui n'a pas apprécié du tout l'intervention de Miku, ou qui veut venger le milicien mort? Ou bien, est-ce encore autre chose? Une autre force tapie dans l'ombre de Néo-Lutèce? Beaucoup de questions. Et au-delà de l'identité de l'agresseur, il y a une interrogation encore plus profonde qui se pose, je trouve. C'est comment ce groupe fracturé, maintenant affaibli, avec des loyautés et des méthodes si diverses, comment vont-ils pouvoir non seulement survivre, mais aussi continuer à protéger Noah dans cet environnement qui devient de plus en plus hostile, de plus en plus dangereux? C'est la question qui reste en suspens, oui. Leur capacité à surmonter leurs propres divisions internes sera sans doute aussi cruciale que leur aptitude à identifier et à contrer leurs ennemis externes. Une chose est sûre, la suite s'annonce périlleuse. Dans les rues sombres de Néo-Lutèce.